Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une des innovations de Live 12 qui est probablement l'une des plus surprenantes pour vous. Il s'agit des Tuning Systems, qu'on traduit en français par tempérament. Alors en soi, l'utilisation des Tuning Systems dans Live est extrêmement simple. On va aller dans ce nouvel onglet ici qui s'appelle Tunings dans le navigateur. On va avoir une liste ici de tempéraments qu'on va pouvoir charger dans la fenêtre Tuning. Si vous ne la voyez pas, il faut probablement aller dans Affichage et faire Tuning ici. Elle disparaît, elle réapparaît. Notez que je suis sur la version bêta de Live, il y a encore pas mal de choses qui sont en anglais, qui vont probablement être traduites en français au moment où vous serez amené à l'utiliser. Donc ici, pour le moment, il n'y a rien de chargé, c'est marqué Drop Tuning System here, déposer un Tuning System, donc un tempérament ici. Là, je joue. J'ai ma gamme de Do majeur habituelle. Admettons que j'en charge un, celui-là, Rast 1, Egypt Mid-20th Century. Et tout de suite, vous voyez qu'il y a des notes qui, pour une oreille occidentale, peuvent paraître fausses. La tierce, ici, elle est très basse par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre chez nous. Et aussi, cette septième qui est assez particulière, on ne sait pas trop si elle est mineure ou si elle est majeure. Donc à utiliser, finalement, on clique sur un tempérament et boum, quelque part, Live sera à corde, les clips vont en hériter, les instruments vont l'interpréter, et ça remplace les tonalités et les gammes qui n'apparaissent plus ici dans la partie supérieure de l'écran. Ça a pris la place, ça joue le rôle de tonalité. La question des tempéraments et des micro-intervalles est une véritable boîte de Pandore. Dès qu'on commence à s'intéresser à la question, il y a une multitude de portes qui s'ouvrent vers l'acoustique, la facture instrumentale, Pythagore, la musique antique, les musiques extra-européennes. En fait, il y a tout un ensemble de notions qui sont irriguées par cette question de tempérament, et on n'en parle pas beaucoup dans la musique occidentale. Pourquoi on n'en parle pas? Finalement parce qu'on tient pour acquis ce qu'on appelle le tempérament égal, c'est celui que vous utilisez tous les jours, à chaque fois que vous ouvrez votre logiciel. C'est une espèce de choix par défaut, comme ça, qui dit que, on a une octave, on va la diviser en 12 demi-tons parfaitement égaux, ça va bien marcher dans tous les cas, et circuler, il n'y a rien à voir. En fait, il y a beaucoup à voir. Je voudrais vous donner une définition un tout petit peu plus précise du tempérament égal que j'emprunte à Jean et Brigitte Massin qui ont écrit une histoire de la musique occidentale aux éditions Fayard qui fait référence. Ils le définissent donc comme le système d'égalisation des demi-tons de l'échelle chromatique destiné à remédier à la différence existant entre les valeurs acoustiques pures, déterminées mathématiquement, et celles utilisables dans la pratique musicale. Donc ce tempérament égal qui nous apparaît comme une espèce d'évidence universelle, il ne l'est pas du tout. Il a pris ses distances avec le monde acoustique, le monde naturel, pour faire en sorte que dans un contexte de pratique musicale occidentale, avec des accords, avec des modulations, ça continue de fonctionner. Pour diverses raisons historiques et pratiques, on pourrait même aller jusqu'à dire que l'accordage occidental, il est désaccordé par rapport à quelque chose de plus naturel acoustiquement. Par exemple, la tierce majeure, elle est 13 centièmes plus haut que la pure, et la tierce mineure, elle est 15 centièmes plus bas. Ce que j'appelle les centièmes ici, c'est la division du demi-ton. On prend un demi-ton, l'espace qu'il y a entre mi et fa par exemple, et bien ça, on le divise en 100 parties, c'est ça qu'on appelle les centièmes, et qu'on utilise pour mesurer les intervalles. A l'inverse, ce qu'on va appeler intonation juste ou gamme naturelle, ce sont des notes qui sont issues des rapports harmoniques entiers que l'acoustique et que le physicien mesure. Quand on joue un accord en intonation juste, les battements qu'on pouvait avoir dans l'accordage tempéré, dans le tempérament égal, disparaissent pour laisser place à des consonances parfaites où les harmoniques se renforcent vraiment les unes les autres puisqu'il y a une correspondance mathématique dans leur fréquence. Donc les battements s'en vont et le son paraît d'un seul coup plus brillant, plus massif. Je voudrais vous le faire écouter. Alors déjà, on va faire une petite expérience pour voir la différence de hauteur entre la tierce majeure et la quinte juste qu'on utilise dans la musique occidentale dans le tempérament égal, avec les tierces acoustiques et les quintes acoustiques. Donc là, j'ai juste un opérateur sur ma première piste, et on va regarder le tuner. Je joue un Do, j'ai un Do parfaitement juste qui s'affiche, ici j'ai un Mi parfaitement juste, ici j'ai un Sol. Donc je joue cet accord, et là j'obtiens un accord parfait majeur dans le tempérament égal, le truc auquel on est parfaitement habitué. Maintenant, on va aller regarder sur ma deuxième piste, ici j'ai aussi un opérateur, et ici j'ai un avantage, c'est qu'il y a la partie oscillateur où je peux lever le volume de certaines des harmoniques. Donc là il n'y a rien, le fondamental, l'octave, etc. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vous montrer
celle-là. Ça, c'est Do, Di, tierce majeure, couleur café. Et on va la laisser toute seule et on va regarder sa fréquence par rapport au Mi qu'on avait tout à l'heure. 13,7 centièmes plus bas. Donc la tierce majeure acoustiquement, en fait, elle est plus basse. Et on va aller regarder la quinte maintenant. Et là, on s'aperçoit que la quinte, elle est un petit peu plus aiguë, en fait, la quinte acoustique. Ça veut dire que dans le tempérament égal, on a un petit peu raboté les quintes pour que les octaves soient justes. Alors à ce stade, vous vous dites peut-être, oh, bon, c'est des différences qui sont vraiment très très légères, mélodiquement, je sais pas si je pourrais les distinguer. Le truc, c'est que quand on commence à combiner des notes entre elles, avec différents tempéraments, on va voir que le résultat n'est pas exactement le même. On va faire l'expérience avec un bête accord de Do majeur. Ce que je voudrais vous faire sentir, c'est la différence de sensation entre l'accordage tempérament égal qu'on a par défaut, et un autre ici qui s'appelle le min tone, qui est un peu plus proche d'un accordage naturel acoustique. Écoutez bien ce qui se passe, on peut aussi regarder le spectre, c'est intéressant. Ok, vous l'avez en tête, je vais charger celui-là. Écoutez, même accord. C'est subtil, mais... Sans. Il y a un truc qui vibre. Je le remets. On a moins de battements. Le son est plus stable. Il y a plus de renforcement. À l'échelle de l'histoire de la musique, la généralisation du tempérament égal est un phénomène assez récent, puisque ça date à peu près du début, moitié du 19e siècle. Avant ça, on utilisait différents tempéraments, c'était laissé au choix des compositeurs, des interprètes, donc c'est une espèce de domaine créatif en fait qui nous a complètement échappé, mais qui était très très familier des compositeurs de Bach à Beethoven. À l'époque médiévale, le problème se posait un petit peu différemment, on avait des musiques qui étaient beaucoup moins modulantes, avec beaucoup moins de tonalités différentes, les harmonies étaient plus simples, donc finalement on ressentait moins le besoin d'avoir un tempérament égal pour pouvoir passer d'une tonalité à l'autre, pouvoir jouer avec les registres extrêmes, on était surtout sur les registres de la voix, et dans des tonalités qui ne variaient finalement pas beaucoup. Donc à cette époque, ils avaient plutôt tendance à utiliser un tempérament pythagoricien, du moins c'est ce que disent les écrits théoriques, mais des fois entre la théorie et la pratique, aujourd'hui comme à l'époque, c'est pas toujours le cas, mais le système pythagoricien, il construit en fait des quintes qui, elles, sont parfaitement justes sur le plan acoustique, donc on fait Do, Sol, Ré, La, tout ça, ça marche très bien. Par contre, l'octave, elle se décale à chaque fois, et quand on a empilé toutes les quintes, eh bien, au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle un coma pythagoricien, donc qui crée un décalage. Les quintes sont justes, mais les octaves sont fausses. Donc tant qu'on reste sur quelques octaves au centre, ça va, mais dès qu'on commence à aller plus loin, on peut avoir une sensation de fausseté qui arrive. À l'ère baroque, il y a le développement des modulations, le développement de l'harmonie, avec Bach évidemment, et on passe dans toutes les tonalités. Le clavier bien tempéré de Bach, dont je vais reparler après, il explore les 12 tonalités majeures et mineures, donc c'est une notion qui était finalement assez nouvelle. Donc il y avait plusieurs systèmes, on pouvait changer de tempérament, et le tempérament par exemple mésotonique, ou le système de Zarlino. Voilà, il y a plusieurs choses qui cohabitaient, et c'était encore assez empirique, assez expérimental finalement. On attribue à un monsieur qui s'appelle Werkmeister l'origine du tempérament égal en 1695, donc je vous l'ai dit, finalement, ça va diviser l'octave en 12 parties mathématiquement égales, et pour cela, on renonce à la justesse des quintes, on va les raboter un petit peu pour que, au bout de cette octave, et bien finalement, ça reste juste. Toute la musique du XVIIe siècle au XIXe siècle, elle a été écrite et entendue par les compositeurs et les interprètes de manière différente à ce dont elle est entendue et enregistrée aujourd'hui, justement pour cette question de tempérament. Quand on choisissait des tonalités où il y avait peu d'altération, Do majeur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, on avait des rapports acoustiques très très consonants, donc des tonalités qui étaient très très brillantes. Et plus on s'éloignait, plus on allait vers des tonalités avec beaucoup d'altérations, donc beaucoup de dièses, beaucoup de bémols, plus on se retrouvait avec des intervalles qui perdaient justement cette qualité de consonance. Et c'est ce qui permettait de dire à un compositeur comme Bach ou comme Beethoven de choisir une tonalité parce qu'elle avait vraiment une couleur acoustique particulière qui était liée à ces relations fréquentielles entre les notes.
Donc finalement, aujourd'hui, oui, ok, Do, ou Do majeur ou Do dièse majeur, ça change pas grand-chose. Dans le tempérament égal, effectivement, c'est juste un peu plus aigu. Mais dans un système avec un accordage plus naturel, eh bien, ça fait vraiment une énorme différence perceptive. Certains compositeurs du XXe siècle ont remis un peu en question la toute-puissance du tempérament égal et de la division de l'octave en 12 demi-tons pour proposer des choses axées autour de la microtonalité, jouer des intervalles inférieurs ou expérimenter avec des tempéraments différents. Donc ces recherches, si vous voulez écouter un peu les œuvres des gens qui ont travaillé là-dessus, Alois Saba, Ivan Vishnegradsky, Julian Carillo, Georgi Ligeti, vous connaissez sans doute, et Harry Partch. Bon, jusqu'ici, on est resté vraiment dans une optique purement occidentale. Et évidemment, toute la planète musicale n'a pas évolué dans le même sens vers la généralisation du tempérament égal. Alors c'est particulièrement vrai dans les musiques orientales, le monde arabo-turc, même jusqu'à l'Iran. C'est vrai aussi dans les musiques d'Afrique, dans certaines musiques traditionnelles d'Afrique. C'est vrai aussi sur tout ce qui est gamelan, donc Java, Bali, et j'en oublie aussi la musique chinoise. Bon, bref, dans toutes les musiques qu'on appelle monodiques, c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment de développement harmonique avec une superposition des notes, eh bien, il y a plein de systèmes, plein de tempéraments qui ont existé. Pour parler du système que je connais un tout petit peu, qui est celui plutôt issu de la musique turque, de la musique ottomane, dans la théorie de ces musiques-là, le ton est divisé en 9 parties égales qu'on appelle les commas, et donc il y a tout un système de notation qui permet de dire, eh ben voilà, cet intervalle-là, cette altération, c'est plus 4 commas, ça c'est plus 5 commas, etc. Donc on va trouver des dièses avec une seule barre, on va trouver des bémols à l'envers, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est une notation et un système musical qui divise le ton en 9 parties égales. Mais l'utilisation de ces intervalles, de ces couleurs, parce que finalement il y a vraiment une saveur, quand on commence à écouter ces musiques-là, il y a une saveur qui se dégage, c'est pas uniquement théorique, c'est aussi culturel. Pour une même gamme, comme celle qu'on a entendue, la gamme égyptienne, Rast, en fait Rast c'est une espèce de mode majeur qu'on trouve dans tout le monde arabo-turc, et bien même là il y a des différences géographiques, ça va pas être exactement la même chose, il y a des différences entre le début du XXe siècle et maintenant, il y a des différences entre les interprètes, donc il y a aussi toute une dimension culturelle dans la manipulation de ces micro-intervalles qui est absolument passionnante. Les créateurs de live ont fait, à mon avis, un choix très très fort, musicalement et culturellement. C'est-à-dire que tout d'un coup, les outils de création musicale moderne sortent de l'ethnocentrisme qui régnait jusqu'alors. C'est-à-dire qu'on n'avait pas remis ça en question, qu'il y avait des Turcs, qu'il y avait des Égyptiens, qu'il y avait des Chinois, qu'il y avait des Balinais, qui avaient peut-être envie de faire de la musique avec des tempéraments différents. Donc ce qui peut nous apparaître à nous peut-être très surprenant, ou alors un peu what the fuck, entre guillemets, pour plein de gens sur la planète qui vont faire de la musique, qui utilisent des instruments qui sont accordés comme ça va avoir vachement de sens. Et plus largement, pour tous les musiciens curieux et qui aiment explorer, bah là, il y a vraiment toute une matière, en fait, à aller s'approprier. Comment c'est implémenté dans Live concrètement? Comment ces tempéraments ils sont créés? En fait, on a ces fichiers ici, les fichiers .ascl, qui héritent des fichiers SCL. Donc il y avait un logiciel, enfin qui existe toujours, qui s'appelle Scala, qui permet en fait de faire des fichiers pour chaque gamme. On peut définir justement des tempéraments, etc. On peut les ouvrir avec un éditeur de texte pour voir comment c'est foutu, mais grosso modo, ça nous donne un accordage. Donc là, Ableton a un peu customisé le fichier par rapport aux besoins de l'utilisation dans le logiciel, mais basiquement, c'est un fichier qui est assez bête, et on pourra récupérer des fichiers Scala sur Internet pour les charger très facilement. Donc si vous voulez récupérer des fichiers Scala, il y a une très très grosse archive en ligne que vous allez trouver sur le site du fondateur de Scala, justement. Donc je vous mettrai l'adresse en description. Donc là, il y a un peu une description de comment les fichiers sont créés, voilà, pour les gens qui voudraient en créer eux-mêmes. Et si on clique sur le lien ici, on a un répertoire de gamme qui est très impressionnant en format zip que vous pouvez télécharger gratuitement. Et autant dire que
Il y en a un paquet, en fait il y en a plusieurs milliers. Je pense que Ableton travaille à un site tunings.ableton.com qui n'est pas encore en ligne, où je pense qu'ils vont faire un contenu pédagogique autour de ces tempéraments pour les rendre un petit peu plus accessibles aux musiciens novices en la matière, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on manque de ressources sur le sujet. Voilà donc le dossier qui contient toutes les gammes, donc j'en prends une un petit peu au hasard, je la dépose ici, automatiquement elle est chargée, et ensuite je peux, avec la petite disquette, la sauvegarder dans mes tempéraments. Si on regarde un peu les noms des différents tempéraments, avec ce que je vous ai dit, on peut commencer à comprendre certaines choses. Déjà, on voit souvent des rapports aux quintes ou aux tierces, puisque c'est souvent ce qu'on va utiliser, les quintes et les tierces, pour justement aller vers un accordage plus naturel. On va trouver aussi souvent ce EDO ici, E-D-O, Equal Divisions of the Octave. Donc on a coupé par exemple ici l'octave en 12 parties égales. Mais par exemple, on peut la couper en 24 parties égales. Equal Divisions Octave, 31, 36. Donc là, c'est vraiment des échelles microtonales qui vont se mapper d'ailleurs sur le push. Voilà, vous voyez qu'on a vraiment une granularité maintenant dans les intervalles qui est beaucoup plus importante. On va retrouver aussi quelques-uns des noms des personnes qui ont compté, ici Partch, en référence à Harry Partch, le compositeur. On va trouver ici Euler aussi, qui était un des théoriciens. Tout ce qu'on appelle les makams, donc le système mélodique qu'on a dans le monde arabo-turc. Et là, plusieurs noms de makams, Bayati, Hijaz, etc., Rast, qu'on a déjà entendu, qui ressemblent un petit peu au majeur. Alors comment en fait Live va réaccorder nos instruments? En fait il va tout bêtement utiliser le pitch bend, la molette de pitch bend qu'on a sur nos claviers pour jouer un peu plus grave, un peu plus aigu, et bien il va le faire finalement note par note. Alors dans la version 1 du MIDI, vous savez sans doute que le pitch bend, il est monophonique, c'est-à-dire qu'il fonctionne pour le canal MIDI. Si je joue un accord, avec la molette de pitch bend, toutes les notes bougent. Mais avec l'arrivée du MPE, on a maintenant la possibilité d'avoir finalement un contrôle de pitch indépendant par note. Et c'est ça qui va nous permettre justement d'intégrer les tempéraments dans des contextes polyphoniques. Le simple fait que je puisse faire un accord comme ça, c'est justement permis par la technologie MPE. Pour charger un tempérament, vous avez vu, c'est très simple, il suffit de double-cliquer dessus pour l'enlever, de le sélectionner et de faire supprimer. Et quand vous allez en charger un, mais tous les instruments de live vont être capables de jouer dans ce tempérament. Même Operator, qui techniquement n'est pas encore MPE, mais il gère déjà les hauteurs de manière indépendante, donc il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Vous pourrez aussi le faire sur n'importe quel plugin MPE ou un instrument externe MPE, à condition que la plage de pitch bend soit bien réglée sur 48 demi-tons. Voilà, pour que le raccordage se fasse de manière juste, il faut que la plage de pitch bend elle soit sur 48 demi-tons. On va trouver ici dans cette fenêtre quelques détails sur la manière dont on a implémenté le tuning, donc la fréquence centrale à partir duquel l'accordage est fait, l'octave en question, et les notes les plus graves et les plus aiguës. A noter que si vous ouvrez la fenêtre d'information et que vous mettez ici sur le nom du tempérament ou du mode ici, eh bien vous avez des informations utiles dessus pour mieux le comprendre et mieux l'appréhender. Donc je vous le disais, par défaut, un tempérament, il a une note de référence autour duquel il est construit, et ici, c'est la fréquence qui nous est indiquée ici. Alors pour savoir à quelle note ça correspond, des fois c'est indiqué dans le nom du tempérament, mais des fois pas forcément. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une table de correspondance entre les fréquences et les notes. Donc là, la valeur que je cherche, c'est 261,63. Et donc, ça veut dire que ici, c'est autour du Do. En fait, ma fondamentale, c'est Do. Et ça correspond bien avec mon expérience, puisque... Voilà, j'entends que cette échelle, elle est faite pour fonctionner en partant du Do. On peut être amené à changer la référence ici, la fréquence de référence, en fonction de l'instrument qu'on veut utiliser. Par exemple, j'ai ici un instrument qui s'appelle le saz, qu'on appelle aussi bağlama en Turquie, quand il a cette taille-là. Et lui, il s'accorde plutôt en si, mais par défaut, si je charge Bayati, que je regarde, la fréquence centrale, c'est 293, et 293, c'est un Ré. Or, moi, je veux jouer plutôt en si, puisque c'est l'accordage de mon instrument. Donc pour ça, je vais prendre cette valeur-là ici, 246.94, et je vais la rentrer ici. Alors juste pour vous faire écouter la différence, là, je vais jouer par exemple un Ré, et si je descends à 246,94, 246,94, maintenant si je joue exactement la même note, le Ré, on voit que maintenant c'est un Si. Si je joue la gamme,
Alors vous entendez que la deuxième note de la gamme, la seconde, elle est basse. Alors il y a des petites variantes, mais grosso modo, le caractère le plus saillant, on va dire, de ce mode, de ce Macam, c'est... Et on va regarder sur l'instrument. Donc là, c'est ma fondamentale, mon Si. Et si je joue mon deuxième degré, vous voyez que le luth, il est fretté à certains endroits, avec des frettes rapprochées. En fait, c'est des ligatures, c'est une sorte de fil de nylon. Et là, on voit que... Alors si cette question des tempéraments vous intéresse et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de vous approprier cet outil-là et ce concept musical, je vais vous donner quelques pistes. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le domaine francophone à ce sujet, on en parle un petit peu dans les encyclopédies de la musique. D'ailleurs, je vous recommande celle-ci, le guide illustré de la musique, qui est vraiment une référence, et en 2 volumes, c'est génialement fait et illustré. Il y a ça que je vous recommande. Pour ceux qui s'intéresseraient à la musique turque et au système des makams, il n'y a pas beaucoup de références. Il y a celle-ci, Turkish Guide, sur les makams, où chacun des makams est expliqué. Il y a 4 CD avec des improvisations et tout. C'est vraiment intéressant pour se mettre dans ces musiques. Donc ça, c'est Murat Aydemir. Et sur Internet, déjà, je peux vous recommander de lire les articles sur le tempérament égal et l'intonation juste de Wikipédia. Je vous mettrai les liens, vous pouvez aussi le trouver par vous-même. Ça va vous aider à comprendre. La question du clavier bien tempéré de Bach, qui est une des œuvres majeures de la musique classique occidentale, et où ils expliquent bien justement qu'il y a une espèce d'incompréhension autour de tempéré, mais c'est pas tempérament égal. Et il y a cet article aussi que j'ai trouvé sur rythme-harmonie.fr qui est très bien fait par Alain Haim sur le tempérament en musique, qui est assez complet. Et après, dans le domaine anglophone, il y a tout un groupe de gens qui travaillent, là c'est autour du mouvement Xen harmonique, et eux ils ont fait un wiki avec beaucoup de ressources sur le sujet, et notamment pour rentrer un peu dans cette matière-là, comprendre ce qu'il y a derrière et comment se l'approprier. Il y a des choses intéressantes, des articles, Why use alternative tunings, pourquoi utiliser des accordages, des tempéraments alternatifs. Donc c'est hyper intéressant, c'est très simple, là c'est vraiment le point d'entrée, ils ont fait quelque chose d'assez accessible. Il y a aussi des exemples de pièces à écouter pour justement se mettre dans l'oreille ces différentes couleurs, ces différents tempéraments. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout dans cette vidéo un petit peu inhabituelle, avec des concepts un peu inhabituels, mais moi ça me tenait beaucoup à cœur. Pour information, avant de geeker dans toutes les technologies de la musique et tout ça, j'avais fait de l'ethnomusicologie à la fac, je m'étais spécialisé là-dedans. J'avais bossé sur la musique indienne et après sur la musique turque, donc c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et j'avais envie de vous transmettre un peu ce goût de ça, ce goût des saveurs qu'il y a à aller rechercher les notes qui sont entre les demi-tons. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, si vous avez envie d'en discuter ou si vous voulez que je vous fasse pointer vers certains artistes à écouter dans le domaine. J'ai fait un morceau qui utilise le mode Hijaz, qui est le mode qu'on associe très couramment à la musique orientale, ce qu'on entend dans Laurence d'Arabie, Le Prince d'Égypte, pour ceux qui ont des enfants, etc. Mais avec le tempérament turc, donc avec une seconde mineure qui est un peu plus haute, une tierce majeure qui est un peu plus basse, etc. Donc je vais vous le mettre en écoute après pour que vous puissiez voir comment peuvent cohabiter des instruments traditionnels avec la programmation de synthétiseurs dans un tempérament qui n'est pas le tempérament égal. Donc une introduction en saz. Là va rentrer un synthé, un pad, et le kaval qui est une flûte un peu comme celle que j'ai jouée tout à l'heure, une flûte oblique de Turquie. Donc là, l'accordage qui a été chargé, donc c'est le Hijaz 1 et qui est en Ré.
plein synthé lead. Pareil, accordé sur le tempérament et jazz. Vous voyez que piste par piste, vous avez la possibilité de bypasser le tempérament pour que la piste ne soit pas affectée par le tempérament en question qu'on a chargé ici. Ce qui est naturel sur des batteries, vous voyez que par défaut c'est chargé.